Alors bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine de séance d'université virtuelle où nous allons poursuivre la résolution des systèmes hyperstatiques par la méthode des déplacements. Nous avons vu la semaine passée que nous avons pu résoudre les systèmes hyperstatiques par la méthode des déplacements en justement posant l'inconnu de déplacement de rotation, par exemple lorsqu'on a un nœud, ou de translation sur un cadre lorsqu'on a une seule inconnue. Le nombre d'inconnus, justement, est quelque chose d'important en méthode des déplacements. Nous allons voir maintenant et aujourd'hui comment est-ce qu'on va résoudre les systèmes hyperstatiques avec plusieurs inconnus. Comme nous l'avons vu, la clé même de la méthode des déplacements est résumée en fait dans ce tableau. C'est parce qu'on a défini les fameuses relations déplacement-force de ces 4 cas fondamentaux. Le nombre d'inconnus en fait d'un système hyperstatique par la méthode des déplacements va dépendre de la composition d'une structure en fonction de ce nombre de cas fondamentaux. Ces cas fondamentaux, donc, qui sont dessinés ici, je le rappelle, c'est une poutre simple à laquelle on impose soit une rotation de 1 qui induit une rotation de 1,5 automatiquement de l'autre côté, ou un moment, donc la relation force-déplacement, ou le même cas, cette fois-ci en biencastré, avec un déplacement. On peut aussi combiner, donc comme on l'a vu, le cas avec un encastrement et une rotule, exactement comme on l'a dans ce tableau pour la 4e ligne. Donc, cette fameuse relation force-déplacement, qui peut être donnée par la matrice U des déplacements est égale à la matrice de rigidité en fait du système de la poutre, que multiplie le système de force auquel est impliqué, est aussi résumée sur ce transparence, la forme matricielle des UI qui est égale à la somme des phi IJ PJ. On retrouve ici les fameux coefficients 3EI sur L, 6EI sur L, que l'on a en fait dans le tableau des forces déplacement. Une combinaison de ces 4 cas donc, est donnée sur ce transparent du polycope. Par exemple, ici, on a une structure avec un nœud central, un certain nombre de poutres qui se trouvent tout autour. Comme j'ai dit, l'ordinateur va bloquer les différents nœuds et va avoir plusieurs inconnus. Nous, on voit qu'en ayant seulement une inconnue de rotation, on peut retrouver ce cas-là, cette branche-là, dans le tableau, cette branche-là aussi dans le tableau, et cette branche-là qui fait partie en fait de la collection de macro-éléments que l'on possède pour résoudre le système. Donc là, on voit que c'est intéressant parce qu'au niveau hyperstatique, on a 1, 2, 3 fois 3, ça fait 9 inconnus hyperstatiques, plus une, on a 10 inconnus hyperstatiques dans ce système-là, alors qu'on a seulement une inconnue cinématique. Donc voilà l'intérêt en fait de cette méthode par rapport à la méthode des forces, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle elle est utilisée par les ordinateurs. Donc aujourd'hui, on va voir comment ce qui se passe lorsqu'on va avoir plus qu'une inconnue dans une structure. Et bien, vous allez voir que la méthode est la même que pour la méthode des forces. On va voir le fameux tableau des causes et des effets. Donc cette méthode des déplacements, vous le verrez plus tard, est en fait la méthode de calcul utilisée par ce qu'on appelle les programmes aux éléments finis. Lorsque plus tard, évidemment, dans la profession, vous allez modéliser votre structure dans un logiciel, il va vous sortir directement les diagrammes des efforts tranchants, des efforts normaux, des moments, des déplacements, etc. Le calcul automatique, en fait, est basé exactement sur cette méthode. Un ordinateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'a pas une collection de 4 cas comme on a dans le tableau des forces déplacement. Il connaît un seul cas. Le cas qu'il connaît, c'est la poutre biencastrée. Point. Donc ce que va faire l'ordinateur, lorsqu'il va se trouver dans une structure comme ça, vous, on vient de voir, on ne cherche que l'inconnu de rotation que l'on a au centre, car on peut déduire ce qui se passe de chaque côté. L'ordinateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer tous les nœuds. Il va se dire, c'est une poutre biencastrée, biencastrée, biencastrée. Et il va travailler d'abord en mettant une rotation ici, ensuite en mettant une rotation là, etc. Nous, au niveau, évidemment, de la logique de calcul, comme on est un peu plus intelligent que l'ordinateur, on va utiliser ces différents cas et on va pouvoir réduire en fait le nombre d'inconnus d'une structure en combinant ces 4 cas. Donc pour la méthode des déplacements à plusieurs inconnus, nous allons faire un exemple à 2 inconnus.
reprendre en fait cette poutre sur 3 appuis, 4 appuis que vous connaissez bien. À laquelle je vais rajouter, par exemple, une poutre qui va être fichée dans le nœud, donc qui pourrait être aussi modélisée par ces fameux ressorts de torsion. C'est-à-dire que cette poutre-là va empêcher la rotation qu'on va avoir du nœud, donc elle va avoir le rôle en fait d'un ressort de torsion. Au niveau du cas de charge, on peut ajouter un cas de charge réparti sur ce côté-là. La première tâche à faire lorsqu'on se retrouve devant une structure, c'est évidemment d'en dessiner la déformer. Plus tard, vous verrez, lorsque vous utiliserez la méthode des éléments finis, dessinez toujours vous-même la déformée et ensuite comparez le résultat du calcul à cette déformée. S'il y a eu erreur lors de l'introduction de la structure, vous le verrez tout de suite, vous verrez qu'il y a un problème dans un nœud qui n'a pas tourné, vous avez mis un encastrement à la place d'un appui à rouleau, ou une poutre qui se lève alors qu'elle devrait descendre, c'est-à-dire qu'il y a une inversion de force quelque part. Au niveau de la déformée, il faut savoir, ce qu'on connaît. En gros, la structure va passer par les points d'appui. Ici, nous avons un encastrement, et ce point-là, évidemment, ne va pas ni se déplacer à gauche, ni se déplacer à droite. Au niveau du cheminement de l'effort, l'effort part en général de la charge. Donc cette charge va faire descendre ce nœud-là et on va avoir une rotation du nœud à cet endroit-là qui va se ficher dans celui-ci et ensuite rejoindre les bouts de la structure comme cela. Cette déformée va donner une idée en fait des inconnus et là, au niveau des inconnus du système par la méthode des déplacements, on va s'occuper essentiellement des rotations étant donné qu'on n'a pas de translation ici. Du fait qu'on a une bibliothèque de macro-éléments, tout ce qui est extrémité en fait de la structure n'est pas vraiment une inconnue. C'est-à-dire que si je connais la rotation de ce nœud-là, je connais les efforts dans cette poutre encastrée appuyée. Si je connais la rotation ici, je vais aussi connaître la rotation de l'autre côté. C'est comme une poutre simple avec 2 appuis. On peut dire que si là j'ai X, de l'autre côté j'ai X sur 2. Pareil pour ce morceau de poutre. Ce morceau de poutre, c'est une poutre sur 2 appuis. Si on connaît la rotation, on peut connaître la rotation de l'autre côté. Et comme on est dans des matériaux linéaires élastiques, on peut additionner en plus la charge répartie sur un système simple. Donc ce qui veut dire qu'au niveau des inconnus, on va se retrouver avec 2 inconnus sur ce système, à savoir une rotation x1 de ce nœud-là et une rotation x2 du deuxième nœud. Il nous faut donc maintenant définir le système fondamental sur cette base. Donc le système fondamental, qu'est-ce que c'est? C'est la structure initiale dont les déplacements associés aux conditions statiques sont bloqués sans aucune charge ni déplacement imposé extérieur. Donc comme on vient de le voir, la définition du système fondamental, c'est la structure avec cette fois-ci, comme inconnu, les inconnus de rotation x1 et x2. Donc on va avoir x1 que je vais mettre de ce sens et x2 que je vais mettre de ce sens. On peut aussi, et ça je vous le conseille, mettre le pseudo-appui de blocage correspondant. On a vu que la position de ce pseudo-appui de blocage correspondant était importante parce qu'elle va définir en fait l'équilibre, les nœuds où je peux faire l'équilibre ou pas. Ici, je vais m'occuper des rotations. Donc je vais avoir un pseudo-appui de blocage en rotation à cet endroit-là et un pseudo-appui de blocage en rotation à cet endroit-là.
Une fois qu'on a fait ce système fondamental, la méthode roule, c'est-à-dire qu'il faut définir les BIJ qui vont correspondre donc au tableau des causes et des effets. Ce tableau des causes et des effets va être comme dans la méthode des forces. Un gros tableau où on va avoir les causes pour la première ligne et les effets pour les colonnes. Au niveau des causes, on va avoir première colonne x1 est égal à 1. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va calculer les efforts correspondants au système fondamental lorsque x1 est égal à 1 et que x2 est égal à 0. À savoir qu'on va imposer l'inconnu x1 avec une rotation de 1 et l'inconnu x2 sera nul, correspondra à ceci. Il suffit ensuite de dessiner la déformée correspondante à ce cas. On va passer par ce point-là. Donc, on va rejoindre les points où on n'a pas de déformée et on va se retrouver avec